Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur et c'est qui vous les a trouvés? Le petit Cookie. Donc vous pouvez lui dire merci Cookie dans les commentaires, ça lui fera très plaisir. Bah moi je vais dormir maintenant. Allez bisous. On est quasiment à 5000 abonnés et ceux qui ne le seraient pas encore, à 5000 abonnés je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Si tu veux soutenir, tu peux le faire très simplement avec un petit pouce bleu. Si jamais tu veux des petites actus en avant-première ou des petites photos de Cookie, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lydia et elle est maintenant âgée de 23 ans. Mais au moment de cette histoire, elle a 5 ans. Elle s'en souvient encore aujourd'hui car elle garde des flashs assez marquants. Et cela va sûrement réveiller certaines choses en vous également. À vrai dire, depuis cet événement, Lydia a toujours peur que la lumière du couloir s'éteigne quand elle est dans les escaliers d'un bâtiment. Ou même quand elle se trouve dans un coin sombre. Car la peur de rencontrer ce visage à nouveau la terrifie. Son histoire se déroule un soir où elle n'arrive pas à trouver le sommeil. À l'époque, sa sœur et elle partagent la même chambre. Et lorsque l'une d'entre elles se réveille dans la nuit, les deux sœurs ont l'habitude de demander à l'autre si elle dort également. C'est un moyen de se rassurer, surtout après un petit cauchemar. Ou que leurs parents dorment déjà, elles ne veulent pas se sentir seules. Les deux sœurs ont l'habitude de discuter pour s'endormir, ou elles font du vélo en collant leurs pieds pour se fatiguer. Seulement, ce soir-là, sa sœur ne répond pas, et Lydia n'arrive tout simplement pas à s'endormir. Elle a comme un mauvais feeling, rien n'y fait, elle peut pas trouver le sommeil. Lydia traverse alors le couloir de l'appartement et se dirige en direction du salon pour voir si ses parents dorment également. Ce soir-là, ils se sont endormis devant la télé sur le canapé. Lydia a prononcé plusieurs fois « Maman ? Papa ?» Mais il n'y a rien à faire, il se réveille pas du tout. Et Lydia a une sensation vraiment très étrange, comme si le marchand de sable n'avait épargné personne sauf elle, et qu'il a même peut-être été un petit peu trop généreux, puisque tout le monde a le sommeil très lourd. Ils ont vraiment tous un sommeil très lourd, au point que lorsque Lydia ouvre la porte d'entrée, le bruit de verrou ne réveille personne, pas même un sursaut. Aujourd'hui encore, Lydia ne sait pas pourquoi elle a ouvert la porte et qu'elle est sortie de chez elle. Elle nous dit qu'elle a peut-être voulu se balader dans le couloir pour se dépenser, vu que sa petite sœur ne pouvait pas faire le vélo avec elle. Et puis bon, le couloir de l'immeuble, c'est un endroit où Lydia se sent bien. Et Lydia n'est pas vraiment inquiète, même si c'est la nuit car elle connaît tous les voisins de l'immeuble. Seulement à cette époque, il n'y avait pas de système de sécurité installé là où elle vivait. Donc il n'y a pas de système de badge comme dans les résidences récentes pour rentrer dans l'enceinte de l'immeuble. Et tout le monde peut y pénétrer comme dans un moulin. Ce qui comprend bien évidemment le risque que des personnes malveillantes puissent passer par là. Et ça, malheureusement, elle va vite le comprendre à ses dépens. Avant de faire sa balade nocturne, Lydia descend seulement quelques marches et s'assoit sur l'une d'entre elles. Lydia et ses amis ont l'habitude de faire ça et se raconter des histoires, jouer à cache-cache quand les lumières s'éteignent. Le pire arrive lorsqu'une fois assise, Lydia lève la tête. Tout en bas des marches se trouve un homme. Il porte un grand chapeau noir comme ceux des magiciens, une longue veste noire et ses cheveux forment de légères boucles noires sur le haut de son front. Il fait sombre car l'ampoule du couloir a perdu de sa puissance. Mais Lydia peut voir le visage de cet homme très nettement. Son teint contraste avec la couleur de ses vêtements. Il arpente un sourire effrayant. Mais le pire, c'est son regard. Il glace le sang de Lydia. Il a de grands yeux ronds, jaunes qui ne clignent pas. D'ailleurs, à ce moment-là, Lydia ne cligne pas des yeux non plus. Il est en appui sur une de ses jambes vers l'avant. Tout ça comme s'il ne voulait pas manquer un seul des mouvements de Lydia pour se jeter sur elle. Les yeux de Lydia sont secs et elle doit cligner des yeux. Lorsqu'elle les ouvre à nouveau, l'homme a le pied sur une marche. Lydia se demande alors si elle n'est pas en train d'halluciner. Elle va alors cligner une seconde fois des yeux et l'homme a encore monté une nouvelle marche. Cette fois, Lydia est convaincue, il veut sa peau. Qui est cet homme? Elle a le cœur qui bat à 200 à l'heure. Son instinct la pousse à se lever et à courir pour reprendre son chemin. En jetant un coup d'œil, Lydia peut voir l'homme la suivre en grimpant les marches 4 à 4 derrière elle. L'homme s'était tellement penché en avant pour lui sauter dessus qu'on aurait dit qu'il avait adopté une démarche animale pour la poursuivre. Lydia le voit du coin de l'œil et elle entend le crissement des chaussures sur le sol. Elle a alors réussi à ouvrir la porte à temps sans faire de bruit et sans hurler de peur. Et surtout, sans claquer la porte. Même aujourd'hui, Lydia ne sait pas comment elle a pu se contenir autant. L'adrénaline sûrement.
et la crainte de réveiller son papa et sa maman dans le salon. Elle est bien contente d'avoir été trop petite à l'époque pour ne pas pouvoir regarder par l'œilleton. Lydia tourne alors de nouveau le verrou et court vers sa chambre pour regagner son lit dans lequel elle se sent en sécurité. Elle prend soin d'allumer toutefois la lumière des toilettes située dans le couloir pour être certaine de ne pas revoir cet homme dans l'obscurité. Depuis cet événement, Lydia a toujours peur du noir et pour elle c'est clairement l'un des moments les plus effrayants qu'elle a vécu de sa vie. Voilà. C'est ainsi que se termine cette première histoire. Alors moi je l'aime beaucoup cette histoire puisqu'elle change de ce qu'on voit d'habitude. Elle a quand même pas mal de souvenirs de ce qui s'est passé quand elle avait 5 ans. Donc c'est vous dire comment ça l'a marqué cette histoire. Et 18 ans après elle a toujours peur du noir, donc effectivement on peut sentir que ça l'a clairement marqué à vie. J'espère quand même qu'elle va mieux et on passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Dylan et elle s'est passée il y a quelques années. Mais encore aujourd'hui, Dylan y repense et il se dit qu'il a sûrement échappé au pire. En 2013, Dylan a commencé ses études en ostéopathie. Dylan a trouvé un job de gardien de nuit dans un centre qui accueille des handicapés moteurs. C'était un grand manoir réhabilité en hôpital dans les années 70 et cet hôpital est entouré d'un grand parc. Pour avoir ce job, Dylan a passé 2 entretiens plutôt courts et lors du premier entretien, Dylan a vaguement compris que l'un des gardiens de nuit précédents a été remercié assez brutalement. Dylan nous dit qu'il a quelques petites tâches à faire mais qu'elles sont assez simples. Du coup, ça lui laisse du temps pour étudier ses cours. Dylan reste dans une ancienne chambre transformée en bureau assez sommaire et toutes les 2 heures, il doit effectuer une ronde sur les 3 étages du bâtiment. La nuit, quand Dylan fait ses petites rondes, il lui arrive de croiser les infirmières. Il y en a 2 au total pour 40 patients. Mais Dylan nous dit que généralement la nuit elles dorment et que du coup normalement il croise personne la nuit. Dylan redoute particulièrement de faire sa ronde au rez-de-chaussée car c'est la partie du centre la plus vétuste. Elle abrite une pièce assez lugubre où est entreposé de vieux modèles de prothèses ou de vieux fauteuils roulants à la façon un petit peu d'un musée. Heureusement, il n'a pas à traverser cette pièce. Le reste du rez-de-chaussée, c'est des bureaux médicaux et administratifs dans lesquels il lui arrive de devoir éteindre des PC et rester allumé. Au début, tout se passe très bien. Le rythme de travail la nuit est un petit peu pénible mais Dylan arrive à concilier son job et ses études. Les nuits sont généralement calmes et passent très vite. Au bout de 2 mois, des choses étranges ont commencé à se produire. Au retour de ses rondes, il lui arrive de retrouver son manteau au sol ou son sac posé sur le bureau, alors qu'il a l'habitude de les ranger automatiquement dans un placard en arrivant. Dylan se dit que c'est sûrement la fatigue qui lui joue des tours. Au fond, il veut pas se l'avouer que c'est réellement anormal. En continuant ses rondes, Dylan retrouve des bouteilles de bière sous les cages d'escalier ou sur les rebords de la fenêtre. Et il est sûr à 80% que dans sa ronde précédente, il n'y en avait pas. Là, Dylan il va vraiment commencer à flipper lorsqu'il va trouver les portes d'accès grandes ouvertes. Alors qu'il est le seul à avoir les clés et qu'à chaque ronde, il les ferme. Il a même demandé au chef de service si quelqu'un d'autre aurait dû être là la nuit précédente. Un médecin d'astreinte ou un vigile. Et son chef lui a assuré que non, il est bien tout seul. Malgré ces événements étranges, tout se passe relativement bien. Le salaire est plus que correct pour le temps qu'il passe sur place et en vrai il prend pas mal d'avance sur ses cours en étudiant la nuit. Du coup ça fait même que ses notes augmentent. Une nuit à 2 h du matin, il fait sa ronde comme toutes les autres nuits. Et quelque chose l'interpelle. Alors que le rez-de-chaussée est habituellement dans la pénombre, éclairé simplement par les signaux lumineux des sorties de secours, un halo de lumière provient de l'aile où se trouvent les bureaux. En s'approchant, il se rend compte qu'il y a des morceaux de verre au sol. Dylan entend ensuite des grognements et des paroles décousues. Il commence à paniquer, trouve une cachette dans un coin du couloir et attend de voir qui va sortir de la pièce. Quelques minutes plus tard, il voit un homme torse nu, visiblement alcoolisé et tenant une béquille dans ses mains. Dylan décide de rebrousser chemin pour pouvoir appeler la gendarmerie. Mais avant ça, il décide de se rendre au 2e étage pour aller voir les infirmières et leur dire de s'enfermer et de se cacher. Après ça, en redescendant, Dylan ferme à clé l'accès du 1er étage et il court vers son bureau pour appeler la gendarmerie. La personne au téléphone lui dit qu'ils vont envoyer une patrouille et qu'ils seront là dans 30 minutes. Très vite, Dylan entend des bruits sourds provenant du bout du couloir. En arrivant à la hauteur d'une chambre vide, il voit l'homme en sortir. Et Dylan peut à présent nous détailler l'homme. Il porte un bas de jogging et marche pieds nus. Il a dû marcher sur du verre pilé parce qu'il saigne du pied droit. Il nous dit qu'il est très grand et porte des dreadlocks. Et surtout, il pue l'alcool à 5 mètres.
et il commence à se diriger vers Dylan en brandissant sa béquille. Dylan est tétanisé pendant un moment, mais il va se ressaisir et crier à l'homme de rester là où il est. Juste après ça, Dylan part en courant aussitôt. Dylan ouvre la porte du rez-de-chaussée et se dit qu'il va refermer derrière lui, comme ça l'homme sera piégé au premier étage. Mais il se dit rapidement que ce serait prendre un gros risque, car les résidents dorment au premier étage et clairement il pourrait leur faire du mal. Dylan sort dans le parc à toute vitesse et va se cacher dans un bosquet. Alors qu'il essaye de joindre de nouveau la gendarmerie, il voit au loin une voiture arriver. La voiture de la gendarmerie arrive et en sort 4 gendarmes. Ils lui ont posé quelques questions et ils sont rentrés dans le bâtiment. Au passage, ils lui ont demandé de contacter son employeur. 15 minutes plus tard, son chef de service est arrivé et lui a dit de rentrer chez lui. La suite, il ne l'a pas connu ce soir-là. Le lendemain, il a posé une lettre de démission. La gendarmerie l'a contacté 3 jours après pour avoir plus d'informations. Et Dylan, au passage, a essayé d'en savoir un petit peu plus. Mais les policiers lui ont vaguement expliqué qu'un homme s'était introduit dans le centre et avait dégradé plusieurs bureaux. Dylan est resté sur sa faim, mais il s'est fait une raison et il en saura pas plus. Et pour lui, il est hors de question qu'il aille demander à son ancien chef de service après avoir démissionné sans préavis. C'est 1 an plus tard, en recroisant une infirmière du centre dans un supermarché, qu'il a eu des réponses à ses questions. L'homme en question est en réalité Alain, l'ancien gardien de nuit. Apparemment, il s'agirait d'un homme au passé douteux et qui a un très gros penchant pour l'alcool. Il avait été mis à pied 2 fois pour manque de professionnalisme et on le soupçonnait même d'attouchement sur les résidents. Et clairement, il avait été viré sans ménagement. Du coup, apparemment, Alain avait fait un double des clés et il venait errer dans le centre la nuit. Plusieurs vols et dégradations avaient été constatés sans que personne ne soit inculpé. Une infirmière avait même été agressée sur le parking 1 mois avant que Dylan commence à travailler dans ce centre. Elle avait reçu 2 coups de poing au visage et la police à ce moment-là avait pensé à un vol qui avait mal tourné. Sachant que cette agression s'est passée au moment où elle a informé le directeur du centre du penchant pour l'alcool du gardien. Plus invraisemblable encore, une affaire de violence conjugale se serait ajoutée à tout ça et l'homme serait parti en prison pour 2 ans à la suite des événements. Dylan, il en est sûr et certain que si s'était pas caché à ce moment-là, l'homme l'aurait frappé avec sa béquille. Il nous dit que l'homme était ivre et sûrement très frustré que maintenant Dylan occupait son poste. Et à l'heure actuelle, ça reste la pire nuit de Dylan. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé le côté gardien de nuit et tout, en mode tu sais qu'il y a personne dans les bâtiments et tout. Donc forcément il va se passer quelque chose de louche. Et au moment où j'ai lu l'histoire, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit l'ancien gardien qui vient foutre la merde. Je m'attendais à des jeunes qui viennent squatter, qui passent une soirée, un truc comme ça. Après tout ce que je vous ai lu, c'est sûr qu'on peut dire une chose, Alain est un enfoiré. Parce que du coup, Dylan il a passé la pire nuit de sa vie. Pour vous dire, il a carrément démissionné le lendemain alors que pourtant il avait l'air d'apprécier ce boulot. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 2 histoires. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si vous ne l'y étiez pas déjà, à activer la petite cloche et si tu veux soutenir, le petit pouce bleu, ça aide énormément. Si jamais tu as une histoire à nous partager, je t'invite à le faire à l'adresse email qui est écrite en description ou sinon tu viens en DM sur Instagram, y a pas de souci. On n'oublie pas de remercier Cookie dans les commentaires qui nous a trouvé ces 2 merveilleuses histoires. Bon oui, apparemment ça lui fait plaisir. Pour être transparent avec vous, ça aide au référencement aussi, faut pas se mentir. Alors merci à vous d'avoir joué le jeu. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Tchuss les petits potes. Et il commence à se diriger en direction de Dylan en brandissant sa baguette. Non, pas sa baguette. N'importe. Il est là. Expédito patronum. Non. N'importe quoi. Et il commence à se diriger. Et il commence à se diriger vers. Putain, mais je vais pas y arriver en fait. Et il commence à se diriger. Allez, je vais boire parce que ça veut pas. Et il commence à se diriger vers Dylan. Play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.